Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour notre dernier épisode consacré à la Russie. Et ce territoire russe est singulier, il se distingue des autres notamment par son caractère historique. En effet, vous allez retrouver dans cet espace 2 des 4 capitales historiques de la Russie. Mais encore, vous allez également voir une ville qui a été assiégée 20 fois, et c'est pour cela qu'on la surnomme la clé ou le bouclier de la Russie. Et également une ville qui est considérée comme le nid des écrivains russes, avec notamment Leskov, Turgaïev ou encore Platonov. Un espace où viendrait le Père Noël russe qu'on appelle le Ded Moroz. Et enfin, et surtout, nous avons une ville. Et cette ville, eh bien, elle est tout simplement la plus grande ville d'Europe. Elle a également le métro, l'un des métros les plus fréquentés au monde. Et quand je parle de métro, je parle d'une véritable galerie d'art souterraine. Et dans cette même ville, vous avez également le plus grand château en activité, le Kremlin. Eh bien, cette région, c'est la Russie centrale ou la région de Moscou. Et si cela vous intéresse, je vous invite fortement à regarder ce qui suit. La Russie centrale est un territoire russe situé en Europe de 852 361 km², soit 5% du territoire russe ou la taille d'un grand pays comme la Namibie. Elle a pour voisin au nord la Russie du Nord-Ouest, à l'ouest la Biélorussie, au sud l'Ukraine et la Russie du Sud et enfin à l'est la Russie de la Volga. Regardons plus en détail le relief. La Russie centrale est principalement constituée de la plaine d'Europe orientale ou la plaine russe. Cette plaine d'Europe de l'Est est délimitée à l'est par l'Oural, la mer des Barents et la Scandinavie au nord, la mer Baltique, la plaine d'Europe du Nord et les Carpates à l'ouest, et la mer Noire, les steppes d'Asie centrale et la mer Caspienne au sud. Elle couvre tout simplement la majeure partie de la Russie européenne. Si on regarde plus en détail, on voit même que 40% de cette plaine est occupée par la Russie du Nord-Ouest que nous avons abordée et 20% par la Russie de la Volga que nous avons également abordée, mais aussi 20% par la Russie centrale que nous abordons aujourd'hui. Donc autrement dit, 80% de cette plaine est uniquement située en Russie et 20% est située dans les pays voisins, notamment en Ukraine, en Biélorussie et dans les États baltes. Elle forme plus de 4 millions de km² ou 40% de l'Europe. Cette plaine est constituée de la crête de Moscou et des hauteurs de Smolensk qui sont en fait des chaînes de montagnes allongées mais très peu élevées, seulement de 300 mètres d'altitude. Un peu plus au sud, vous avez le plateau central de Russie qui est un ensemble de collines et de plateaux de la Russie européenne d'une altitude aussi très peu élevée de 250 mètres. Il se situe entre le bassin de Moscou à l'est, les collines de Valdai que nous avons déjà mentionnées au nord et le bassin de Dniepr à l'ouest ou entre, si vous voulez, Moscou et l'Ukraine. Et puis vous avez le plateau de la Volga qui est situé lui entre Moscou et Volgograd. Il s'agit d'un autre ensemble de collines de la Russie européenne qui est délimité au nord et à l'est par la Volga et le bassin de Moscou à l'ouest. Concernant les fleuves, autour de Moscou nous avons le fleuve de la capitale qui est la Moskova et plus au nord vous avez le Kliazma qui prend sa source dans la crête de Moscou. Ces deux rivières se jettent dans l'Oka qui est un fleuve que nous avons déjà mentionné dans la Russie de la Volga. Au nord et à l'est de notre territoire, vous avez la Volga et ses nombreux affluents, dont le Mologa et le Kostroma. Au centre et au sud de notre territoire, c'est le Don. Et le Don, c'est le 7e plus long fleuve de Russie, mais le 2e de Russie européenne, juste après la Volga. Il prend sa source à seulement 60 km au sud-est de Toula et coule sur 1870 km du nord au sud, passant par les villes de Voronezh et Rostov. À son point le plus oriental, le Don se trouve à seulement 100 km de la Volga, d'où le fameux canal Volga-Don. Enfin, au nord-ouest de notre région, vous avez le Dniepr. Et le Dniepr, c'est tout simplement le 8e fleuve de Russie qui prend sa source dans les collines de Valdai avant de prendre la direction de la Biélorussie. Mais nous l'avons déjà abordé lors de la vidéo sur l'Ukraine. Concernant l'altitude, eh bien, vous avez pu observer qu'elle est relativement basse puisqu'il y a très peu de relief. Elle se situe en général entre 150 et 200 mètres d'altitude, à peu près aux mêmes moyennes que la Russie de la Volga et la Russie du Nord-Ouest.
Et enfin, concernant le climat, il est tout simplement continental. Regardons plus en détail la géographie humaine. Eh bien, on constate que ce territoire est peuplé de 44 millions d'habitants, ce qui fait l'une des régions les plus peuplées de Russie, avec 75% d'urbains et 25% de ruraux. Intéressons donc plus en détail aux villes, à commencer par Moscou. La capitale est la plus grande ville de Russie, avec 21 millions d'habitants, soit la moitié de notre territoire étudié, ou 15% de la population russe. Il s'agit de la première ville d'Europe, fondée en 1147. Elle tire son nom de la rivière Moskova qui la borde. Elle devint la capitale du Grand-Duché de Moscou et comptait 100 000 habitants en 1500. La ville fut toutefois incendiée en 1547 et les Tatars de Crimée s'en emparèrent en 1571. Entre 1610 et 1612, elle fut occupée par les Polonais et perdit de son influence en 1712, comme la capitale changea pour Saint-Pétersbourg. Durant cette période, la population de Moscou passa de 130 000 habitants à 1,8 million d'habitants. En 1812, la ville fut incendiée après l'occupation par Napoléon et l'urbanisme de la ville fut complètement revu et modernisé. Les bâtiments principaux reconstruits. Après la révolution russe en 1917, Moscou redevint la capitale de l'URSS, puis de la Russie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville connut un siège épouvantable de la Wehrmacht, mais ne tomba pas. Elle est à la fois administrativement une ville fédérale comme Saint-Pétersbourg, mais elle est aussi entourée par l'oblast du même nom. Elle compte le centre d'affaires international de Moscou, l'un des plus grands centres financiers du monde, et abrite la majorité des plus hauts gratte-ciel d'Europe. Elle est l'une des villes les plus visitées au monde et abrite plusieurs sites classés au patrimoine de l'UNESCO, tels que la Place Rouge, la cathédrale Saint-Basile et le Kremlin, ce dernier étant le siège du pouvoir du gouvernement russe. Puis nous devons mentionner Voronej. Alors Voronej, c'est tout simplement une ville fondée en 1585 sous le règne de Fédor Ier pour protéger la Russie des attaques des Tatars. À la fin du XVIIe siècle, la ville connaît un véritable essor. D'abord, Pierre le Grand construisit la première flottille de Russie, puis au XIXe siècle, la révolution industrielle arriva dans la ville et l'industrie manufacturière se développa. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands occupèrent la ville et détruisirent 90%. Après la reconstruction de la ville, de nouvelles usines s'installèrent, dont la construction de l'avion supersonique Tupolev à partir de 1968 et l'Ilyushin, le premier avion gros porteur soviétique. En 2012, Voronej est devenue la 15e ville russe avec plus d'1 million d'habitants. Puis nous devons mentionner Yaroslav. Alors Yaroslav, c'est l'une des plus anciennes villes de Russie, fondée en 1010 par Yaroslav le Sage, d'où elle tire son nom, grand prince de la Russe de Kiev. Au XIIe siècle, elle devient un centre de commerce et d'artisanat dans la Russie médiévale. Elle est détruite par les Mongols de Batu-Khan en 1238 et annexée par Moscou en 1463. Au XVIIIe siècle, de nombreuses églises sont construites, marquant l'âge d'or architectural de la ville. Au siècle suivant, ce sont les usines de textiles qui font la renommée de la ville. Enfin, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle produit du matériel militaire et aujourd'hui vit essentiellement du tourisme. Et enfin, nous devons mentionner la ville de Toula. Toula est tout simplement fondée en 1146 comme la forteresse de la ceinture du Grand Abatis que nous évoquerons en histoire. En 1712, les Demidov, que nous avons mentionné dans la vidéo sur la Russie de l'Oural, construisirent la première usine d'armement, puis la ville se démarqua dans la fabrique des samovars. Elle demeura un centre industriel avec des usines d'armement et une base militaire à Klokovo. On peut également mentionner d'autres villes comme Kostroma, Kursk, Vladimir, Lipetsk ou Ivanovo. Alors regardons plus en détail le découpage administratif. On peut en effet découper notre région en 3 parties. La première, une région qui est plutôt une zone industrialisée, notamment avec les villes de Moscou et l'oblast de Moscou. Alors l'oblast de Moscou, c'est tout simplement un oblast qui a été créé en 1929 pour éviter la confusion avec la ville de Moscou. Avec 7,5 millions d'habitants, il s'agit du deuxième sujet de la Fédération de Russie le plus peuplé après
la ville de Moscou. Il s'agit d'un oblast avec des usines destinées à la métallurgie, le raffinage, l'agroalimentaire, l'énergie et les industries chimiques. Géographiquement, il est sillonné par la Moskova et le Kliazma, mais aussi par le canal de Moscou qui relie la Moskova à la Volga et qui ainsi traverse cet oblast. Au Xe siècle, les peuples slaves peuplèrent l'oblast qui firent partie au XIIIe siècle de la principauté de Vladimir Souzdal, avant d'être intégrés au Grand-Duché de Moscou. En 1812 eut lieu la bataille de la Moskova qui opposait Napoléon à l'armée russe et qui permit au premier d'occuper par la suite Moscou. Puis l'industrialisation arriva précocement dans l'oblast dès le XVIIIe siècle et se prolongea au XIXe siècle, en plus du chemin de fer qui reliait Saint-Pétersbourg dès 1851. Enfin, 40% de l'oblast est boisé et occupe un rôle récréatif pour les habitants de Moscou, comme les nombreuses dachas, mais aussi un rôle touristique comme les villes historiques de Veria, Vorokolamsk, Dimitrov, Kolomna, etc. Puis nous devons mentionner l'oblast de Kalouga, alors l'oblast de Kalouga, dont la majeure partie est occupée de plaines, de champs et de forêts. En 1480 eut lieu la fameuse grande halte sur la rivière Ougra, entre la Horde d'Or et Ivan III, dont nous parlerons plus en détail en histoire, et qui aboutit à la libération des terres russes du contrôle tatar. Après le traité de Pereyaslav de 1654, que nous avons déjà évoqué lors de la vidéo sur l'Ukraine, ce traité permet à l'Ukraine de passer sous la domination russe et ainsi va permettre de booster le rôle économique et commercial de l'oblast de Kalouga. Jusqu'en 2022, l'oblast abritait de grands groupes étrangers, mais aussi des équipements ferroviaires, de matériaux de construction, ainsi 40% du PIB de l'oblast était consacré au secteur secondaire. Puis nous avons l'oblast de Toula. Alors l'oblast de Toula, il est tout simplement parcouru par de multiples rivières dont l'Oupa et le Don. Historiquement, l'occupation des Slaves remonta au 8e siècle puis joua un rôle décisif dans la défense contre les invasions étrangères. Aujourd'hui, l'oblast est fortement industrialisé dans la production de machines-outils, de matériel militaire et d'équipements militaires. Puis nous avons l'oblast de Ryazan. Alors l'oblast de Ryazan, elle est située entre les hauteurs de la Russie centrale et le bassin de la Volga. Plus précisément, l'Oka, qui est le principal fleuve de l'oblast. Historiquement, la population est issue d'un métissage entre les populations finno-ougriennes et slaves, et puis plus tard tatars. Politiquement, elle connut la Rousse de Kiev, les principautés de Tchernigov et enfin la principauté de Ryazan, avant d'être annexée par le Grand-Duché de Moscou. Économiquement, il s'agit d'un oblast agricole, mais aussi industriel. Et enfin, l'oblast de Briansk. Alors l'oblast de Briansk, c'est un oblast qui est situé entre les bassins de la Desna et de la Volga. Il est situé à la frontière de la Biélorussie et de l'Ukraine. La ville de Briansk fut fondée en 985 et demeura sous la Russe de Kiev jusqu'à l'invasion mongole. Il tomba sous l'influence de la principauté de Tchernigov, puis en 1356 du Grand-Duché de Lituanie, avant de passer sous le contrôle du Grand-Duché de Moscou en 1503, après la guerre entre la Russie et la Lituanie. Après la Seconde Guerre mondiale, l'industrie se développa dans le secteur ferroviaire et militaire et conserve une forte influence soviétique avec de nombreux monuments dédiés à la Seconde Guerre mondiale. Puis ensuite, vous avez la plaine de la Russie centrale qui est beaucoup plus focalisée sur l'agriculture, notamment avec cette fameuse terre noire qu'on appelle le Tchernosium. Et nous devons citer en premier lieu l'oblast de Voronej. Alors l'oblast de Voronej, c'est, avec la ville de Voronej mentionnée, un oblast majoritairement rural et agricole. Il est traversé par différentes rivières, dont le Don, qui joue un rôle clé dans l'irrigation et le transport. Pendant la Seconde Guerre mondiale eut lieu la fameuse bataille de Voronej. Puis nous devons citer l'oblast de Lipetsk. C'est un oblast situé à 400 km au sud de Moscou, en dehors de la ville de Lipetsk, qui est le centre administratif et industriel. Eh bien, l'oblast est une région fortement agricole. À Lipetsk, vous avez l'une des plus grandes aciéries de Russie. L'oblast en lui-même est parcouru par le Don et le Voronej. Historiquement, elle faisait partie de la principauté du Ryazan avant d'être annexée par Moscou. Puis vous avez l'oblast de Tambov. Alors l'oblast de Tambov, contrairement à Lipetsk ou Ryazan, Tambov n'était pas une principauté indépendante. Au XVIIe siècle, les villes fortifiées de Kozlov et de Tambov furent construites pour protéger la Russie contre ses raids et permettre l'installation dans les zones agricoles fertiles. Dès sa fondation, Tambov fit partie de l'État moscovite et demeura une région agricole. Puis vous avez l'oblast de Belgorod. Alors l'oblast de Belgorod, c'est tout simplement un oblast qui a connu à peu près la même évolution que l'oblast de Briansk,
Briansk. Au XVIIIe siècle fut construite la ligne de défense de Belgorod, une fortification militaire de 800 km que nous avons déjà abordée lors de la vidéo sur l'Ukraine et de la Russie du Sud. En 1919, à la signature du traité de Brest-Litovsk, le territoire fut même incorporé brièvement à l'État ukrainien, puis devient un centre industriel et agricole majeur spécialisé dans la métallurgie et l'extraction de minerais de fer. Puis vous avez l'oblast de Koursk. Alors l'oblast de Koursk de la principauté de Tchernigov, en 1508, la province fut incorporée à la Pologne-Lituanie avant de tomber sous le contrôle de Moscou qui s'empressa de construire la forteresse de Koursk en 1596. Pendant la Seconde Guerre mondiale eut lieu la fameuse bataille de Koursk, la plus grande bataille de chars de l'histoire. L'oblast devint ensuite un centre industriel et militaire et pour l'énergie nucléaire. Enfin, l'oblast d'Orel. Comme ses voisins, cet oblast tomba dans l'orbite de Moscou au XVIe siècle et forma la frontière du Tsara avec de multiples fortifications dont la ville d'Orel, qui est tout simplement le nid des écrivains russes que je mentionnais en introduction. L'oblast est principalement agricole. Et enfin, une troisième partie qui est beaucoup plus forestière et plus boisée et par conséquent beaucoup moins peuplée que les deux précédentes parties, à commencer par l'oblast de Kostroma. L'oblast de Kostroma, c'est tout simplement autour de la ville de Kostroma, l'une des plus anciennes cités de Russie, fondée en 1152. L'oblast joua un rôle dans la défense de la Russie contre les invasions mongoles et polonaises. L'oblast vit aujourd'hui du tourisme et de la civiculture. Puis l'oblast de Smolensk. Alors l'oblast de Smolensk, c'est tout simplement un oblast frontalier de la Biélorussie, situé stratégiquement entre Moscou et Minsk. Elle est traversée par le Dniepr et exporte de très grandes quantités de nitrates comme engrais. Historiquement, Smolensk fut l'une des plus anciennes villes de Russie et également l'une des villes qui a été assiégée 20 fois, comme je le mentionnais en introduction. Elle fut le siège de la principauté de Smolensk et fut annexée à la Russie seulement en 1654. En 1812 eut lieu la bataille de Smolensk contre Napoléon et enfin l'oblast de Tver. Alors l'oblast de Tver est un oblast de lacs, notamment le lac Seliger qui est situé à l'est des monts Valdai. Il s'agit d'une région très touristique. Historiquement, la principauté de Tver du XIIIe au XVe siècle rivalisait avec celle de Moscou avant d'être annexée par cette dernière. Puis l'oblast de Yaroslav. Alors l'oblast de Yaroslav, c'est un oblast traversé par la Volga qui possède différents lacs et forêts. Son économie est tournée vers l'industrie, l'agriculture mais surtout le tourisme avec la ville historique de Yaroslav. Moscou mena une politique de rachat des terres de la principauté de Rostov qui est présente dans l'oblast au XIVe siècle. L'oblast joua un rôle commercial important reliant Moscou, les régions de l'Arctique et la région de Volga, ce qui lui permit d'être au milieu du XVIIe siècle la deuxième plus grande ville de Russie. Puis l'oblast d'Ivanovo. Alors l'oblast d'Ivanovo, l'oblast fit partie de l'anneau d'or de Russie avec ses nombreux trésors architecturaux. Enfin, nous devons mentionner l'oblast de Vladimir qui est situé entre l'Oka et le Kliasma et dont les trois piliers de son économie est l'agriculture, l'industrie et le tourisme. Alors, concernant le tourisme, en complément des villes que nous avons déjà mentionnées, on peut citer d'abord l'Anneau d'Or avec ses villes principales telles que Vladimir, Souzdal, Yaroslav, Kostroma, Persavzaleski et Rostov-Veliki, mais aussi la cathédrale de l'Assomption et la Porte d'Or de Vladimir qui est un véritable chef-d'œuvre de l'architecture russe médiévale. Le Kremlin et le musée de l'architecture en bois de Souzdal exposant des bâtiments traditionnels russes. Le monastère de la Transfiguration du Sauveur et l'église du prophète Élie de Yaroslav qui sont des complexes monastiques historiques. Le monastère d'Ipatiev de Kostroma qui est un lieu associé à l'histoire de la dynastie Romanov. Les fortifications de Smolensk et sa cathédrale de l'Assomption. Le domaine de Léon Tolstoï qui est la résidence et le musée du célèbre écrivain. Le Kremlin de Ryazan. La cathédrale de l'Annonciation de Voronezh. Le centre historique de Tver avec ses bâtiments du XVIIe siècle et ses quais pittoresques. Le monastère de la Racine, un site religieux important de l'oblast de Koursk. Le parc de Nizhny, un parc central avec des fontaines et des allées pittoresques. Et enfin et surtout Moscou avec le Kremlin, la place rouge, le musée dédié à l'art russe de la galerie Tretiakov, le musée des beaux-arts Pouchkine, le théâtre Bolchoï, le couvent de Novodievitchi, le parc Gorki et le parc Sokolniki, mais aussi le Sergueï Posad, l'un des monastères les plus importants de Russie, et le Kolomenskoï, l'ancien domaine royal devenu un musée réserve. Concernant les langues, la langue officielle de la Russie, c'est le russe. C'est une langue qui appartient au groupe des langues slaves orientales, au même titre que l'ukrainien, le biélorusse ou le ruthène moderne. D'ailleurs,
Ces langues faisaient partie du même langue ancêtre qu'on appelle le vieux russe ou le ruthène ancien. Et aujourd'hui, le russe s'écrit à partir de l'alphabet cyrillique que nous avons déjà abordé dans une précédente vidéo, de 33 lettres. Bien que le russe soit une langue slave, elle a été, comme d'autres langues, influencée par d'autres langues étrangères, à noter le grec. Et oui, puisque le grec, on retrouve énormément de mots dans la langue liturgique russe, ce qui est normal puisqu'ils ont adopté le rite orthodoxe grec. Et puis à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle, surtout, vous avez une forte influence de la langue française sur le russe. On peut considérer que la plupart des élites russes à cette époque étaient francophones, au même titre que les écrivains, à commencer par Pouchkine. Aujourd'hui, le russe est parlé par 154 millions de locuteurs comme langue première et 100 millions comme langue seconde, ce qui fait un total de 254 millions de locuteurs, ce qui place le russe en tant que 8e plus grande langue au monde. D'ailleurs, le russe est une langue officielle de la Russie, mais également de la Biélorussie, du Kazakhstan et du Kirghizistan et aux Nations Unies. Alors, comment on est arrivé dans cette situation linguistique? Eh bien, là encore, c'est l'histoire qui va nous l'expliquer. À l'origine, le territoire qui nous concerne a été occupé, comme celui de la Russie du Nord-Ouest, par les tribus finno-ougriennes. Et puis, à partir du 8e siècle, les tribus slaves ont peu à peu occupé l'espace qui nous intéresse aujourd'hui. Et enfin, vous avez également les Varegs qui se sont installés. Et notamment, comme je l'avais expliqué, ils ont fondé la ville de Novgorod et également la ville de Kiev. Et en 988, comme on l'avait déjà mentionné, Vladimir Ier va christianiser la Russe de Kiev et tout le monde slave, ce qui va avoir une conséquence considérable puisqu'aujourd'hui, les Russes sont les premiers peuples orthodoxes au monde. Cette forte influence de l'Église orthodoxe contribua au développement de l'identité russe, à la fondation de monastères et aux premiers centres urbains. Mais à partir de 1054, après la mort de Yaroslav le Sage, un autre grand prince de la Rousse de Kiev, eh bien, la Rousse de Kiev va malheureusement commencer à décliner. En effet, en raison de ses origines varègues ou vikings, la tradition kievienne suivait ce qu'on appelle un système rotatif, c'est-à-dire que le pouvoir devait passer d'un frère à l'autre avant de revenir aux générations suivantes, sans suivre de multiples conflits internes. Ainsi, l'importance économique de la ville de Kiev commença à être dépassée par d'autres villes, à commencer par Novgorod par exemple, ou Vladimir, Souzdal ou Smolensk. À partir du XIe siècle, la route commerciale qui menait à Constantinople déclina à cause des attaques des nomades Kouman. Ces derniers affaiblirent militairement Kiev, ce qui profita au prince de Vladimir Souzdal, qui mit à sac en fait la ville de Kiev en 1169, avant que les Mongols s'en chargent aussi en 1240. De la désintégration de la Russe de Kiev vont naître un certain nombre de principautés, à commencer par la principauté de Smolensk. La principauté de Smolensk, 1054 à 1404, vit du commerce et atteint son apogée sous le règne de Rostislav Ier. Mais il subit les attaques des chevaliers teutoniques et de la Pologne-Lituanie qui finalement l'annexa en 1404. Il faut également mentionner la principauté de Tchernigov. Alors la principauté de Tchernigov, c'est tout simplement une autre principauté qui prit son essor sous Mstislav de Tchernigov, fils de Vladimir Ier. Bien que centré sur la ville de Tchernigov en Ukraine, son territoire s'étendait sur les oblasts de Koursk et Briansk. En 1097, en raison de l'absence de primogéniture, la principauté se divisa en trois. Tchernigov, dont les territoires furent annexés par la Lituanie, la principauté de Ryazan-Mourou, qui sera elle aussi divisée en deux en 1129, dont notamment la principauté de Ryazan, qui est une autre principauté russe qu'il faut mentionner. La principauté de Ryazan, elle est tout simplement une principauté qui est active du XIIe au XVIe siècle. En 1237, cette dernière est ravagée par les Mongols, puisqu'elle est la principauté la plus au sud-est et aux portes des steppes, avant d'être annexée par Moscou. Et enfin, la principauté de Vladimir Souzdal. Alors, la principauté de Vladimir Souzdal, elle occupe tout le nord-est de la Russie et elle a pour capitale Rostov-Veliki. Il bénéficia de l'essor des grands princes de Kiev, d'abord de Vladimir II Monomach et de son fils Yuri Dolgoruki, qui fonda Moscou et tenta de prendre Kiev. Puis, sous ses fils, André Bogolyubski, où Vladimir est plus important que Kiev, avant de disparaître également sous les attaques mongoles. Au début du XIVe siècle, la principauté de Vladimir Souzdal va également se désintégrer en 14 petites principautés, notamment la principauté de Moscou. Regardons la grande principauté de Moscou. Qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, tout simplement, c'est une principauté fondée en 1147. Moscou n'était qu'une modeste forteresse. Elle faisait partie de la principauté de Vladimir Souzdal que nous avons mentionnée. Détruite par les Mongols également, entre 1237 et 1238, la ville n'est même plus mentionnée dans les annales. Alors, comment expliquer que Moscou va devenir la capitale de toutes les Russies? Comment va-t-elle avoir la prédominance sur les autres villes russes? Eh bien, ceci s'explique par un certain nombre de facteurs. Le premier, c'est sa position stratégique. Moscou est en fait situé sur la Moskova, qui la relie à l'Oka et qui la relie également à la Volga. Mais elle était également située sur les routes commerciales médiévales qui reliaient le nord de Novgorod au sud de la Russie et également l'Asie vers l'Europe. Donc ça, c'est le premier facteur. Cela profite notamment au premier prince de Moscou, qui est Daniel Ier, fils d'Alexandre Nevski, que nous avons mentionné. Il instaure un long règne pacifique qui permet à Moscou de se renforcer économiquement et politiquement. Le deuxième facteur, c'est le fils de Daniel Ier de Moscou, Ivan Ier, nommé Kalita. Kalita, ça veut dire tout simplement le sac d'argent. En fait, c'est un prince de Moscou qui va se faire passer pour le collecteur officiel de la Horde d'Or. Tout simplement, il dit aux crânes de la Horde d'Or que ce n'est pas à eux de collecter l'argent, mais lui se passe pour l'intermédiaire. Ce qui permet à Moscou, effectivement, une rentrée d'argent conséquente qui va permettre d'une part l'enrichissement de Moscou, mais également d'autre part à Moscou de racheter des petites principautés autour de Moscou. Facteur numéro 3, c'est un nouveau modèle de succession verticale. En effet, le fils d'Ivan Ier, que venons de mentionner, Siméon Ier, meurt malheureusement de la peste noire. Cet événement majeur conduisit à une diminution des membres de la famille princière et la nécessité de renforcer l'État. Quelle fut donc la solution ? Eh bien, les dirigeants de la grande principauté de Moscou décidèrent d'instaurer la primogéniture. Qu'est-ce donc? La primogéniture, c'est de considérer que le pouvoir va du roi à son fils aîné et ils n'ont pas partagé par le reste parce que cela évite la fragmentation des terres puisque la Rousse de Kiev fut justement désintégrée parce qu'elle devait, en raison de ses origines vikings, transmettre le pouvoir aux frères, aux oncles. Et là, Moscou fut la première principauté à instaurer cette règle de manière durable jusqu'aux règles de Pierre le Grand. Et elle ne connut en fait que deux exceptions. Un pendant le temps des troubles, mais parce qu'il n'y avait pas d'autres héritiers. Et le deuxième sous le règne de Vassili II. Mais finalement, après une guerre civile de 28 ans, le roi reprit son pouvoir et permit à la dynastie des Riorikides de continuer à régner. Le quatrième facteur, c'est la légitimité religieuse de Moscou. En effet, Ivan Ier, par exemple, déplaça le siège métropolitain qui était à Vladimir. Et il fait ainsi de Moscou le centre religieux de la Russie. Puis, son successeur, Vassili Ier, va nommer un métropolite de Moscou sans l'approbation de Constantinople, ce qui va marquer le début de l'indépendance de l'Église orthodoxe russe, car au même moment, Constantinople est plus en plus menacée par les Ottomans. Enfin, Ivan III va s'identifier comme le défenseur de la foi orthodoxe. Il va se poser en tant que protecteur des principautés russes face à la Lituanie et gagne ainsi ce qu'on appelle une légitimité spirituelle. Et enfin, il va se placer dans la succession de l'Empire byzantin, entre d'une part en adoptant l'aigle bicéphale et d'autre part en épousant la nièce du dernier empereur Sophie Paléologue. Cinquième facteur, il faut nommer les nombreuses réformes administratives qui conduisent à une centralisation du pouvoir de Moscou. En effet, vous avez un certain nombre de codes de loi qui sont édités. D'abord le premier sous Diebnik, sous Ivan III en 1497, puis un deuxième sous Ivan IV. Ce dernier va justement mettre fin au système des apanages, et ça c'est une réforme très importante puisque les terres étaient partagées entre les héritiers, donc ce n'est plus le cas. Ivan IV crée ce qu'on appelle le Zemski Sobor, qui est une assemblée représentant les nobles, les marchands, et il va créer ce qu'on appelle les Prikzai, qui sont l'équivalent des ministères modernes. Dernier facteur, c'est la réforme de l'armée. Ces réformes de l'armée vont permettre une extension à chaque règne. Commencer dans les premiers règnes avec les principautés de Vladimir et Souzdal sous Dimitri Donskoy, ou les principautés de Morom, Taroussa et Vologda sous Vassili Ier, elles prirent un tournant radical sous Ivan III. Ivan III, c'est tout simplement le grand prince qui unifia la Russie, ou Ivan le Grand. Il réorganisa l'armée moscovite qui devint une armée permanente. Il introduisit l'artillerie
d'artillerie et il annexa différentes principautés. Ainsi, en 1463, il s'empare de la ville de Yaroslav. En 1474, il contrôla Rostov. En 1478, il mit fin à la République de Novgorod. Et enfin, en 1485, il annexa la principauté de Tver, qui était la dernière grande rivale de Moscou. Il vassalisa ensuite le Khanat de Kazan et multiplia le territoire de Moscou par 7, le faisant passer de 430 000 km à 2,8 millions de kilomètres carrés. Son fils Vassili III compléta la politique de son père avec l'annexion de la République de Pskov en 1510, de Smolensk en 1514 et enfin Ryazan en 1521. Moscou va ainsi pouvoir, grâce à ces différents facteurs, se défaire enfin de la tutelle de la Horde d'Or. Alors, elle prit plusieurs étapes. D'abord, on peut mentionner Dimitri Donskoy, qui fut le premier à défier ouvertement les Mongols à la bataille de Kulikovo en 1380, ce qui permet à Moscou d'endosser le rôle de libérateur contre le joug mongol auprès des autres principautés russes et ainsi de légitimer sa politique d'annexion ou son expansion. Le trône de Moscou fut donné pour la première fois au fils aîné sans l'aval du Khan, car celui-ci était défait par Tamerlan en même temps. Vassili Ier va arrêter de payer le tribut à la Horde d'Or, puis sous Ivan III eut lieu ce qu'on appelle la grande halte sous Lougra, où en fait les deux armées russes et tatars se firent face sans s'attaquer et finalement le retrait permit de rompre officiellement la vassalité de Moscou. La Horde d'Or sera finalement défaite. Et en 1502, c'est finalement même le Khanat de Crimée qui va s'en occuper. Et de là naîtra une longue rivalité, non plus entre Moscou et la Horde d'Or, mais entre la Russie et le Khanat de Crimée de 270 ans. Alors, parlons-en plus en détail. Cette rivalité va se conceptualiser autour de ce qu'on appelle la piste ou le sentier de Mouravski, qui était une voie commerciale et une voie d'invasion pendant ces guerres russo-criméennes du XVIe, XVIIe siècle. Elle partait de Crimée, remontait jusqu'à la forteresse de Toula, même s'il en existait d'autres, comme le sentier de Kalmius ou d'Izium, mais celle-ci était la principale. Et ces routes existaient déjà sous la Horde d'Or du XIIIe au XVe siècle. Mais les raids étaient plutôt organisés pour punir les princes russes rebelles ou de maintenir l'ordre. Mais sous le Khanat de Crimée, 16e, 17e siècle, ces raids étaient beaucoup plus systématiques et avaient un but beaucoup plus économique. On considère qu'entre 1500 et 1550, 43 incursions eurent lieu. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que jusqu'en 1515, Moscou et le Khanat de Crimée étaient des alliés contre la Horde d'Or et la Lituanie. Mais après la disparition de la Horde d'Or, Moscou devient la puissance la plus importante. Donc le Khanat de Crimée s'allia avec la Lituanie contre Moscou. En 1571, les Tatars de Crimée atteignirent et brûlèrent même Moscou. Mais un an plus tard, Moscou va les défaire à la bataille de Molody et va les défaire durablement. Il devenait donc évident pour Moscou de construire une ligne de défense au sud que l'on appela la grande ligne Abati, que j'avais déjà mentionné dans la vidéo sur la Russie du Sud. Elle désignait en fait une fortification de campagne réalisée en abattant des arbres. Les Kremlins en pierre et en bois des villes étaient inclus dans cette ligne de fortification. Parmi ces villes, on trouvait notamment Toula, Ryazan ou Kolomna. Puis cette ligne de fortification alla de plus en plus vers le sud, d'abord de Briansk à Meschera, qui fut achevée en 1566 par Ivan IV, puis la suivante fut construite sur la ligne Orel au nord-est de l'Ukraine, puis Fédor Ier va construire une ligne Livny, Kursk, Voronezh, Belgorod et Sibirsk vers 1640, et enfin en 1730, la ligne Kama sépara Kazan des Bachkirs, et à partir de 1736, une ligne Samara-Orenburg ferma les Bachkirs par le sud. Il faut malheureusement noter que ces raids tatars sur 3 siècles ont été à l'origine de l'enlèvement de plus d'1 million d'individus. Malgré ces règnes plutôt réussis, bénéfiques, positifs pour la Russie, il va falloir attendre un autre grand souverain, c'est Ivan IV, qui va faire passer la grande principauté de Moscou au Tsara. Alors, qu'est-ce que le Tsara ? Eh bien, en 1547, Ivan IV le Terrible fut couronné tsar. Et tsar, en fait, c'est un terme dérivé du latin Caesar qui signifie empereur. Et Moscou se présentait déjà, sous les règnes précédents, comme la troisième Rome, à la suite de la prise de Constantinople. Ceci est rendu possible par les réformes que je viens de mentionner, qui font passer Moscou d'une aristocratie féodale à une administration bureaucratique, avec une armée plus efficace, soutenue par une administration plus centrale
centralisée. Ivan IV continua la politique de conquête avec l'annexion du Khanat Kazan en 1552, d'Astrakhan en 1556 et permis d'ouvrir la colonisation de la Sibérie via le Cosaque Timofeyevitch. Tout cela, nous l'avons déjà mentionné dans les autres vidéos sur la Russie. Il échoua cependant dans sa guerre de Livonie, que nous mentionnons plus en détail dans la prochaine vidéo sur l'Estonie et la Lettonie. Le Tsara sera confronté jusqu'à la fin de son existence à l'extension à l'ouest, car après le nord, l'est et le sud, la dernière menace de Moscou vint de la Lituanie ou de la Suède. Vassili Ier préféra adopter une position diplomatique et défensive avec la Lituanie par exemple, car il était militairement plus faible, mais par la suite, lorsque Moscou devint de plus en plus important, le Tsara inaugura une série de conflits avec la Lituanie entre 1487 et 1537. Alors Ivan IV fut un très grand administrateur et un réformateur, mais il fut aussi un tyran. En effet, il grandit dans un entourage plein de méfiance. Ses oncles meurent en prison, sa mère fut empoisonnée. Il craint toute sa vie d'être assassiné. À partir de 1565, Ivan IV lance ce qu'on appelle l'Oprichnina, qui est une politique de répression brutale contre les nobles russes. Cela permet d'affermir le pouvoir du tsar. Cela a aussi pour conséquence de créer une grave crise économique et d'affaiblir le pays. D'ailleurs, dans une dispute violente, il tua même son fils aîné, laissant le trône à Fédor, qui était mentalement incapable. Fédor meurt sans héritier et ainsi se termine la dynastie des Riorikides qui avait commencé depuis 1882. Et commence ce qu'on appelle le temps des troubles. Le temps des troubles, c'est effectivement une période qui va du 1598 à 1613 où même les Polonais vont occuper Moscou pendant 2 ans. Mais le peuple russe va se soulever et les boyards vont choisir Michel Romanov qui va être le fondateur de la dynastie Romanov qui va régner jusqu'en 1917. Alors les premiers tsars Romanov, Michel et Alexis de Romanov, vont être des dirigeants très prudents. En effet, ils vont régner via des intermédiaires. Donc, par exemple, Michel va beaucoup s'appuyer sur son père. Son fils Alexis va beaucoup s'appuyer sur les boyards. Malgré cela, ils n'auront pour but que de restaurer un tsarisme fort comme sous le règne d'Ivan IV. Mais s'ils ont pu continuer, c'est qu'ils étaient servis par une bureaucratie développée qui contrôlait tous les groupes sociaux, le commerce, l'industrie et l'église. Cette nouvelle élite au service de l'État avait fusionné avec les boyards et formé une nouvelle noblesse qu'on appelle le dioranstvo. Entre l'État russe et cette noblesse, des intérêts mutuels naquirent. L'État russe exigea des services de cette noblesse en raison des guerres permanentes. En échange, celle-ci recevait des terres et des paysans, dont le nouveau code de 1649 qu'on appelle hologénier, qui rattachait les paysans à un foyer. Ce code subordonnait le peuple aux intérêts de l'État pour renforcer le pouvoir du tsar. Cette centralisation permit de soutenir l'expansion impériale en Sibérie, mais cette autocratie ne fut pas acceptée comme le montrent les différentes révoltes de 1648 à 1771. Concernant l'économie, alors effectivement, on a pu voir qu'après la transition et de l'économie dans les années 90, la région connaît un boom dans les années 2000 et notamment pour la région de Moscou, cela va concerner les services financiers, mais également le tourisme, l'hôtellerie et le commerce de détail. Ce service financier va profiter notamment des booms des matières premières puisqu'on a vu qu'au début des années 2000, on a une augmentation des prix du pétrole et du gaz qui va stimuler la Russie et étant donné que Moscou est à la tête, elle va aussi en profiter. Elle va également profiter du développement des différentes infrastructures qui vont avoir lieu. Et effectivement, le PIB de Moscou et de son oblast représente près d'un quart du PIB de la Russie. À titre de comparaison, la région en tant que telle, le PNB par habitant de $10 000, mais il est à $22 000 à Moscou. Concernant les différents secteurs, on peut voir que les secteurs primaires sont importants, notamment dans les régions qui sont agricoles, notamment l'agriculture, la sylviculture et l'élevage. Concernant le secteur secondaire, c'est plutôt effectivement les pôles industriels. En dehors de Moscou, on peut notamment citer Ivanovo, qui est la capitale textile. L'industrie mécanique est plutôt à Vladimir et Toula. L'industrie chimique et agroalimentaire sont également présents. Et enfin, le secteur tertiaire, c'est très important puisque la région de Moscou, c'est la région où le secteur tertiaire est le plus développé de toutes les régions de Russie. En effet, vous voyez qu'elle constitue 60% de l'économie de ce territoire. Les grands groupes de pays. Alors, d'abord, on doit citer Lukoil, qui est l'un des plus grands producteurs pétroliers et privés de Russie. Ensuite, vous avez Novatek, qui est le deuxième producteur de gaz en Russie, après Gazprom. Ensuite, vous avez Nornickel, qui est le premier producteur de nickel et de palladium. Ensuite, vous avez Rusal, qui est un des plus grands producteurs d'aluminium au monde. Sibur, qui est un leader russe de la production des plastiques, de caoutchouc et d'autres produits chimiques dérivés du pétrole. Souek, qui est un premier producteur de
charbon thermique en Russie, MTS qui est le plus grand opérateur de téléphonie mobile, Metallo Invest qui est un géant russe du minerai vert et de la production d'acier, Megafon qui est le deuxième plus grand opérateur mobile de Russie, TMK qui est le principal fabricant russe de tubes en acier et Metshel qui est le grand groupe industriel spécialisé dans l'acier. Concernant la personnalité, on peut d'abord mentionner Alexandre Pouchkine qui est considéré comme le véritable père de la littérature russe moderne. Son chef-d'œuvre Eugène Onegin a révolutionné la poésie et le roman russe. Enfin, il a influencé tous les écrivains russes qui l'ont suivi. Puis Léon Tolstoï, auteur de romans épiques explorant la société russe et la philosophie, dont Guerre et paix, une fresque historique sur l'invasion napoléonienne, ou Anna Karénine. Puis Fyodor Dostoïevski, maître du roman psychologique et philosophique, dont Crime et châtiment, ou les frères Karamazov. Boris Pasternak également, prix Nobel de littérature en 1958, dont il fut forcé de le refuser par le régime soviétique, auteur du fameux Docteur Zhivago. Ces écrivains ont façonné la littérature russe et influencé le monde entier. On peut également mentionner Afanassi Nikitine, qui est le premier explorateur russe à atteindre l'Inde, et Sergueï Essénine, l'un des plus célèbres poètes russes du XXe siècle. Concernant les artistes, on doit mentionner d'abord Vassili Kandinsky, peintre et théoricien de l'art abstrait, Vladimir Tatlin, avant-gardiste connu pour son monument à la Troisième Internationale, et Dmitri Shostakovich, compositeur de symphonie et de quatuor. Concernant les scientifiques, il faut mentionner Konstantin Tsiolkovsky, qui est père de l'astronautique moderne, et Alexei Abrikosov, qui est lauréat du prix Nobel de physique. Concernant la gastronomie, on doit mentionner le borsch, cette fameuse soupe à base de betterave, de choux et de viande. Mais également le tchitchi, qui est une soupe de choux, souvent à base de choux fermentés. Le solienka, qui est une soupe épaisse et épicée avec de la viande fumée, du cornichon, des olives, du citron et de la crème fraîche. Et l'oura, que nous avons mentionné, qui est une soupe de poisson typique des régions proches de la Volga. Concernant les plats principaux, on retrouve les pelmeni, que nous avons déjà mentionné, mais également le bœuf stroganoff. Et oui, le bœuf stroganoff vient de cette région, donc cette fameuse lanière de bœuf sauté dans une sauce à la crème et à la moutarde, a été créée à Moscou au 19e siècle et est devenu un classique international. On peut mentionner les kotletti, qui sont des galettes de viande hachée, golubtsi, qui sont des choux farcis avec de la viande hachée et du riz, et les fameuses shashlik. Enfin, en accompagnement, je vous propose la kasha, qui sont des bouillies de céréales et qui étaient en fait le mets des paysans russes, et le blini, qui sont des crêpes russes servies avec du caviar, de la crème fraîche, du miel ou des confitures. Concernant le sport, il faut bien avoir en tête que Moscou a organisé les Jeux Olympiques de 1980. Jeux Olympiques qui ont été boycottés par les États-Unis en raison de l'intervention soviétique en Afghanistan. L'URSS a participé à son premier Jeux Olympiques en 1952 et ce jusqu'à 1988. Aujourd'hui, c'est la Russie et a remporté pas moins de 473 médailles d'or, ce qui fait de l'URSS le deuxième en termes de médailles après les États-Unis. C'est aux Jeux Olympiques de Moscou qu'elle a remporté le plus de médailles, qui est près de 195, donc 80 en or. Et les disciplines reines pendant la période soviétique étaient la gymnastique, la lutte, l'haltérophilie, le volleyball et le handball. Mais la ville de Moscou a aussi accueilli la Coupe du Monde de football de 2018. Alors cette Coupe du Monde, eh bien c'est tout simplement important puisque Moscou est traditionnellement une ville de football. Elle accueille d'ailleurs 4 des meilleurs clubs russes comme le CSKA Moscou, qui signifie le club sportif central de l'armée. Son surnom, ce sont les Rouges et Bleus ou les soldats, puisqu'il s'agissait tout simplement du club de l'armée de rouge. Il a remporté 7 championnats soviétiques, 8 coupes de Russie, 6 championnats de Russie et même une coupe UEFA en 2005. C'est un club omnisport et qui a aussi brillé en hockey, en basket et en volley. Mais ce n'est pas le seul, puisqu'il y a aussi le Lokomotiv Moscou. Alors le Lokomotiv Moscou, eh bien c'est un club fondé en 1922 sous l'égide des transports et des chemins de fer soviétiques. C'est donc le club des cheminots. C'est le moins titré des 4, mais a déjà remporté 3 championnats de Russie et 9 coupes de Russie. Et puis également le Spartak Moscou. Le Spartak Moscou, c'est tout simplement un club fondé en 1922 aussi. C'est le club du peuple, des travailleurs sans affiliation à une institution d'État. Ils sont donc surnommés le peuple ou les rouges et blancs ou les gladiateurs. C'est le club le plus titré de Russie et aussi le club le plus populaire de Russie. Il a remporté 12 championnats soviétiques, 10 championnats de Russie, ex aequo avec le Zénith et 4 coupes de Russie. Et c'est un club omnisport qui a gagné également des titres en hockey. Et enfin, le 4e, c'est le Dynamo Moscou. Alors, le Dynamo Moscou, c'est un club qui est pourtant fondé en 1923. C'est le club du KGB. Il a perdu de l'influence depuis la chute de l'URSS, mais conserve un riche passé. Il a gagné 11 championnats de l'URSS. Et c'est aussi un club omnisport qui a brillé en hockey et en basket. Nous devons également mentionner d'autres champions. D'abord, Valéry Kharlamov, qui est considéré comme l'un des plus grands joueurs de hockey de l'histoire soviétique. Il a gagné 2 médailles
médailles d'or olympiques et une en argent. Puis Lev Yashin, qui est surnommé l'araignée noire, puisqu'il est le seul gardien de but du Dynamo de Moscou à avoir remporté le ballon d'or. Puis Anna Cherchevbakova, qui est un prodige du patinage artistique, championne olympique en 2022. Elle est championne du monde en 2021. Elle est réputée pour ses sauts techniques complexes. Pavel Bourg, qui est surnommé The Russian Rocket pour sa vitesse fulgurante. Alexandra Fedorova, qui a brillé en tant que sprinteuse. Yuri Gabrilov, qui est un pilier du Spartak Moscou. Et Serafin Znamensky, qui est un coureur de fond exceptionnel dans les années 30. Je terminerai mon exposé en abordant les défis. À commencer d'abord par les défis que Moscou concentre la plupart des décisions politiques et est malheureusement victime d'un certain nombre d'attaques liées aux attentats de Moscou ou aux attentats de théâtre. Vous avez également les défis économiques entre un pôle dynamique majeur qu'est Moscou et le reste des zones rurales qui souffrent terriblement de l'exode rural et dont les jeunes malheureusement quittent pour la capitale. Et enfin, nous avons les défis environnementaux puisque le territoire souffre énormément à la fois de la pollution de l'air et du sol. Voilà, comme toujours, si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer, à liker, à partager. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir dans cette dernière vidéo consacrée à la Russie. Quant à moi, je vous revois dans une autre vidéo. À bientôt, au revoir.